2003, c'était le célèbre essai de Nicolas Bavrez sur la France qui tombe, qui constatait la faillite économique de notre modèle social-étatiste. En 2004, c'était l'époque du rapport Camp Dessus, qui appelait à un sursaut stigmatisant notre préférence pour le loisir et devait servir de livre de chevet au président Sarkozy. Puis ce fut le rapport alarmant de Michel Peybraud, en 2005, qui pointait notre dynamique explosive d'endettement public. À en croire ces avis très autorisés, c'est donc un modèle moribond et proche de la désintégration qui abordait la plus grave crise de l'après-guerre. Et pourtant, l'économie française ne s'est pas effondrée. Tous ces ouvrages furent en leur temps surmédiatisés et abondamment critiqués aussi. Ils ont forgé ce qui constitue encore aujourd'hui l'ossature du discours décliniste et du bashing national et international qui envahit les médias chaque jour. Chacun de ces auteurs pourrait s'enorgueillir d'avoir été prophétique face aux difficultés qui ont explosé par la suite. Mais la relecture à distance de ces ouvrages est intéressante. Que constate-t-on ? Premièrement, qu'ils appartiennent à une posture plus morale qu'économique, récurrente au cours de l'histoire, à une longue tradition judéo-chrétienne de culpabilité face aux crises, dont l'issue ne peut être trouvée que dans le rachat par nos concitoyens de leurs fautes passées. Deuxièmement, que l'on ne trouve dans ces ouvrages aucune grille d'analyse pertinente de la crise qui allait suivre. Jamais les dérèglements de la finance et des comportements bancaires ne sont pointés du doigt. Jamais le surendettement privé n'est perçu comme un problème, alors qu'il allait être le véritable ferment de la crise de solvabilité des États par la suite. Pour Camp Dessus, la non-tarification des chéquiers est pointée comme le problème numéro 1 de la finance. Michel Peybraud, lui, page 52 de son rapport, loue la vertu espagnole dans la gestion de ses finances publiques. À aucun moment, l'idée d'une dette collective cachée, liée aux dérives des comportements privés, n'est touchée du doigt. Jamais n'est effleurée l'idée que derrière le désendettement public apparent de certains pays, se profile une dégradation de l'assurance des personnes, des bulles d'actifs et d'activités non soutenables. En gros, l'essentiel n'est pas là. Troisièmement, et surtout, la focalisation exclusive sur nos faiblesses rend a posteriori incompréhensible la relative résistance de l'économie française face à la crise. Encore une fois, il ne s'agit pas de dénier nos problèmes, mais les chiffres sont éloquents. Non, l'économie française n'a pas eu le comportement d'un modèle au bout du rouleau. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les évolutions cumulées de la France depuis 2008. Et que voit-on ? Premièrement, que le décrochage de l'activité est bien moindre que dans grand nombre d'économies. La France n'est pas complètement assimilable à une économie du Sud. Deuxièmement, que l'emploi a relativement bien résisté à la crise. La casse en termes de capacités humaines est moindre que dans la majorité des économies partenaires. Troisièmement, que le chômage français est revenu sous la moyenne européenne. Il n'y a pas là de titre de gloire, mais la France faisait figure, au milieu des années 2000, de cancre européen. On voit aujourd'hui que les bulles chez les autres embellissaient le tableau. Tout cela s'est normalisé aujourd'hui. En définitive, oui, l'économie française dispose de points forts. Il est parfois choquant de voir aujourd'hui certains commentateurs, à l'instar de Jean-Claude Trichet, ériger l'Espagne en modèle de compétitivité, présentant implicitement l'effondrement des capacités productives et la déroute morale et politique de cette économie comme un modèle à suivre. Prenons garde en définitive, dans notre fièvre de saignée expiatoire, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, autrement dit, de ne pas rompre certaines cohérences institutionnelles qui font aussi notre force en prenant nos problèmes par le petit bout de la lorgnette.